Merci Marc-André, bonjour à tous. Mon nom est Bruno Lecam, je suis chercheur INRA à Angers, à l'UMR IRHS, pour Institut de recherche en horticulture et semences, et je dirige l'équipe EcoFund qui travaille sur l'écologie évolutive des champignons. Vous verrez tout au long de ces 2 jours que la forte pression de sélection exercée par l'homme a un impact sur les plantes et notamment sur les transitions morphologiques, phénotypiques et physiologiques entre la forme cultivée et la forme sauvage. Et donc il y a de nombreuses études qui ont été menées et qui sont menées sur la domestication chez les plantes et chez les animaux. En effet, si on représente avec ce type de schéma, on voit que chez l'hôte, tout au moins, il y a une transition de caractère entre la forme sauvage et la forme cultivée. En revanche, il y a très peu de travaux qui sont réalisés sur les pathogènes, à savoir en quoi la domestication peut impacter sur les pathogènes associés. Donc, la question qu'on va se poser ici, c'est l'impact de la domestication de l'hôte sur le cortège des pathogènes, et voir si, comme dans le cas de l'hôte, on assiste à des modifications de caractère chez les pathogènes. Alors, le modèle d'étude du laboratoire, c'est la tavelure du pommier. Donc, on va se poser ces questions par rapport à la tavelure du pommier. Donc, c'est un champignon qui est responsable de symptômes sur pommes. Vous voyez que son aire de répartition est mondiale. Partout où vous avez du pommier, vous avez pratiquement de la tavelure. Et donc, c'est la maladie la plus importante économiquement sur pommier en verger. Alors, un mot sur son cycle biologique. Il y a un onglet là-haut. C'est un champignon qui passe l'hiver sur les feuilles tavelées tombées au sol. Durant l'hiver, il rentre en phase sexuée. Et donc, à la sortie de l'hiver, on a maturation d'un périthèce, c'est un œuf en fait. Et au printemps, l'œuf va libérer des asques qui rassemblent 8 ascospores. Et ces ascospores donc, vont germer sur les feuilles, les jeunes feuilles, en cas de présence, lorsque l'eau est présente sur ces jeunes feuilles. Et donc, si on observe en microscopie électronique à balayage les feuilles infectées, 24 heures après l'infection, vous pouvez voir ici une spore de Venturine equalis, son tube germinatif. Et si on zoome un peu, on voit que après seulement 24 heures après infection, on a le tube germinatif qui émet un apressorium. Et en gros plan ici, on voit que c'est un apressorium qui permet de la pénétration, c'est un organe différencié, qui permet la pénétration du mycélium du champignon, qui va ensuite être subcuticulaire. Donc ça va se manifester au champ par l'apparition de taches sur feuilles. Et si on zoome sur ces taches, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ici on a donc la surface de la feuille, vous avez un déchirement de la cuticule sous la pression des conidiophores qui portent les conidies, donc des spores. Et donc, vous avez des millions et des milliards de conidies qui sont comme ça produites en verger. Et ces conidies vont être responsables d'infections secondaires en verger. Et donc, ça va contaminer à la fois les feuilles et les fruits. Lesquelles feuilles et fruits ont à nouveau tombé au sol et on est reparti pour un autre cycle. Donc, la caractéristique de ces cycles, c'est qu'on a une phase sexuée et une phase asexuée. Vous savez qu'actuellement, dans les supermarchés, les pommes ne présentent pas de symptômes. Et ça permet effectivement aux arboriculteurs d'écouler leur production, à la fois sur le plan national et d'exporter leur production. Et pour y arriver, évidemment, il y a différentes méthodes de lutte. Il y a bien sûr la lutte chimique qui est bien connue, mais également des travaux qui sont menés dans différents laboratoires, notamment à Angers, pour créer des variétés résistantes. Donc, on parlera de lutte génétique. Ici, donc, vous avez présenté l'arbre généalogique de la variété Ariane. Voilà. Donc, dans le cadre de ce colloque, je vous présenterai donc les 2 questions de recherche qu'on s'est posées par rapport à l'impact de la domestication du pommier sur le cortège des pathogènes. Donc la première question est de savoir comment les pathogènes ont vécu la domestication du pommier. En d'autres termes, comment s'est fait la transition entre le milieu naturel et le milieu cultivé? Quelles ont été les conséquences du passage du milieu sauvage à des agrosystèmes qui se caractérisent par une très grande densité et une très grande homogénéité? La différence, évidemment, de ce qu'on verra tout à l'heure dans les forêts, de Siversy, entre autres.
Et puis je vous disais qu'effectivement, pour lutter contre ce pathogène, les généticiens de l'IRHS font de la lutte génétique. Donc ça veut dire qu'ils vont chercher des gènes de résistance dans l'espace sauvage, ils introgressent ce gène de résistance via des croisements dans des variétés qui, à terme, sont agronomiquement intéressantes et qui ont une certaine valeur gustative pour avoir un succès commercial. Donc on peut se poser également la question de savoir comment les pathogènes vivent la domestication d'un gène de résistance. Donc cette seconde partie, on la verra par la suite. Donc, en première partie, comment les pathogènes ont vécu la domestication. Donc pour répondre à cette question, il faut tout d'abord, bien sûr, identifier le berceau d'origine du pathogène. Et pour ça, donc, on a fait une analyse de la diversité mondiale. Donc on a échantillonné dans le monde entier. Et l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'était de se dire que pathogènes et hôtes partageaient une origine commune. Donc on a fait un échantillonnage à l'échelle mondiale, mais on a quand même focusé notre analyse sur la région du Taishan. Ici, donc, j'ai repris des figures qu'Amandine vous a présentées tout à l'heure, où elle montre effectivement que le pommier Malus sieversii, l'ancêtre du pommier cultivé, a son berceau d'origine à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine et au Kyrgyzstan. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé évidemment des financements pour partir en Chine en 2004. Et donc nous sommes partis avec un étudiant, Pierre Gladieux. Donc quand nous sommes arrivés, effectivement, nous avons découvert un spectacle assez original, puisque nous avions des forêts qui étaient couvertes de Malus sieversii, qui présentent des tailles de fruits effectivement assez variables, comme l'expliquait tout à l'heure Amandine, des petits fruits, mais également des très beaux fruits. Et donc ce sont des forêts très denses de Malus sieversii. Et puis donc nous avons échantillonné, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on avait de la tavelure sur ces arbres. Ça, c'était la bonne nouvelle qui justifiait notre déplacement et le financement. Donc on en a ramené au laboratoire. On est également allé au Kazakhstan. Là, pareil, en fait, il s'agit de la même région, mais il y a juste la frontière administrative qui sépare le Kazakhstan de la Chine, mais en fait, c'est les mêmes forêts de Malus sieversii. Donc là, on a également pu échantillonner abondamment sur des malus. Vous voyez, on a des arbres qui font jusqu'à 10 mètres de haut et assez élevés en altitude. Alors, comme je vous disais, on ne s'est pas bien sûr limité au berceau d'origine de Malus sieversii. On a également analysé la diversité mondiale pour faire un comparatif entre ce qui était cultivé et ce qui était sauvage. Et donc, on a échantillonné un peu partout. On a bien sûr échantillonné essayé d'échantillonner dans des vergers sur les mêmes variétés. Savoir que dans le monde, en fait, il y a 10 variétés qui représentent à peu près 80% de la production. Donc, on n'a pas eu trop de mal à échantillonner partout dans le monde sur des Golden, Gala, Fuji, etc. Et ça évitait d'introduire un biais ensuite dans l'analyse des données. Donc ça, là-haut, c'était au Brésil. Et on a également échantillonné sur Malus sylvestris, dont Amandine a parlé tout à l'heure. C'est effectivement des arbres qui sont vraiment isolés en forêt européenne. Nous, on a échantillonné essentiellement en France, grâce à l'ONF, parce qu'effectivement, ce sont des arbres isolés. Et pour les trouver en forêt, c'est très difficile. Malgré les plans qu'on avait, on avait quelques soucis pour les identifier. Et également, vous pouvez trouver des Malus sylvestris de très grande taille. Mais les fruits sont effectivement très petits. Alors, une fois qu'on a ramené les échantillons, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met le champignon en culture. On a la chance d'avoir un champignon qui pousse en boîte de pétri. Et puis, on extrait les ADN. Ensuite, par PCR, on étudie le polymorphisme donc à différents locus dans le génome. Et ici, dans cette première étude, on a également travaillé sur des microsatellites. On avait 11 microsatellites. Et l'analyse de la diversité mondiale de ces microsatellites nous a permis d'également faire des clusters. Donc ici, je présente deux types de résultats. Donc un premier résultat en ACP, un second avec le logiciel structure que vous avez présenté ce matin, les deux présentations précédentes. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a des clusters de populations qui sont reliés au continent, grosso modo. Alors,
en analysant ces données et en prenant en compte les données historiques, on a pu retracer l'expansion de Venturina equalis. On part donc du berceau d'origine du pommier. Donc on montre que le pathogène et hôte partagent le même centre de diversité. Et donc il y a une domestication via la route de la soie et un passage via la route de la soie vers l'Europe. Il y a entre 10 000 et 5 000 ans. Et l'Europe, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une très très grande diversité des Venturina equalis en Europe. Ça veut dire qu'il y a eu des afflux massifs à partir du centre de diversité ici au Kazakhstan et en Chine. Et puis en fait, l'Europe aurait servi de tête de pont pour distribuer la maladie dans le monde entier, donc très certainement à travers des arbres infectés. Ce qu'il faut également souligner, c'est que d'après nos études, Malus sylvestris était indemne de tavelure avant l'arrivée de la tavelure d'Asie. Alors une fois que nous avons identifié le centre de diversité, on a donc regardé plus précisément au Kazakhstan la diversité génétique de ces populations. Et donc on a isolé des populations qu'on a qualifiées de CAM pour Central Asia Mountains et CAP pour Central Asia Plain. En d'autres termes, on a des populations qui sont dans des zones anthropisées et des populations qui sont dans des zones non anthropisées, bien isolées géographiquement en montagne. Et ce qu'on a montré, c'est que en fait, les populations CAM sont vraiment isolées génétiquement. Il y a quelques flux de gènes avec la population CAP, mais très faiblement. Donc là, en fait, on avait mis le doigt sur une population intéressante et potentiellement une population relique de la population ancestrale de Venturina equalis. Du coup, ça nous permettait de retracer l'histoire évolutive du champignon et donc de voir, par étude comparative, comment le champignon a vécu cette domestication. Donc on a deux types d'approches. D'abord, des recherches de divergence phénotypique et ensuite des recherches de divergence génétique. C'est ce que je vais vous présenter. Donc pour résumer, on a deux types de populations qu'on a analysées. Une population CAM qui se retrouve dans la montagne et une population CAP qui se retrouve plus dans des régions anthropisées au Kazakhstan. Alors on s'est d'abord intéressé à quelques caractères phénotypiques. On a notamment regardé le pouvoir pathogène de ces souches. On a regardé leur capacité donc à se développer sur des malus cultivés, malus domestica, donc des variétés de pommiers. Donc ce sont ce qu'on appelle des phénotypages qui sont faits en chambre de culture et en serre. Et donc après inoculation de ces pommiers, c'était des variétés Gala et Idared, on a montré que les populations CAM, donc les populations non anthropisées, n'étaient pas pathogènes sur les malus domestica. Dans ce premier résultat, et donc d'où notre questionnement de savoir s'il n'y a donc pas eu une acquisition de nouvelles virulences pour infecter les pommiers cultivés. Il y a actuellement des travaux en cours donc, pour aller rechercher les gènes qui sont effectivement impliqués dans cette modification de l'agressivité et de la virulence chez le champignon. Le deuxième caractère phénotypique qu'on a regardé, c'est des caractères qui seraient liés à la dispersion du champignon. La question de savoir si, effectivement, la domestication a pu avoir un impact sur la capacité du champignon à se développer. Est-ce qu'il investit plus dans la sporulation ou dans la croissance, etc. Donc ce qu'on a regardé, c'est le taux de sporulation, ici, et la taille des spores. On a comparé la population CAM et la population CAP, et vous pouvez constater que dans les deux cas de figure, on a un taux de sporulation et une taille des spores qui est plus grand chez la population anthropisée, à savoir la population CAM. Donc il y a différentes hypothèses qui sont en cours actuellement, mais on a besoin d'avoir d'autres types de résultats, notamment des croissances mycéliennes, pour voir si effectivement le champignon est confronté à un trade-off, doit-il plus sporuler ou doit-il au contraire plus investir dans la croissance mycélienne. Donc pour l'instant, on n'a que des hypothèses, on n'a pas de démonstration d'explication bien claire. Alors, le deuxième point que nous recherchons, sur lequel on investit beaucoup actuellement, c'est la recherche de divergences génétiques liées à la domestication du pommier.
Donc l'idée est de rechercher des traces de sélection dans le génome de Venturina equalis, sachant que c'est un génome qu'on a séquencé, on a une souche de référence qui est annotée, on a 12 550 gènes qui ont été identifiés dans le génome de ce champignon, qui comporte 7 chromosomes. Et on va faire des études comparatives entre les populations CAM et les populations CAP pour voir quels sont les gènes qui ont subi une précédente sélection. Donc la stratégie, c'est la suivante. Donc on a reséquencé les génomes de 40 souches issues des deux populations, CAM et CAP. Ensuite, on aligne ces génomes. Donc on va aligner les 40 génomes, sachant qu'un génome fait 73 mégabases, ce qui est relativement petit. Et ensuite, donc, on a un travail de thèse, Marie de Gracia, qui actuellement analyse ces données. Et donc, elle aligne les 12 500 gènes, mais également les régions non codantes, pour voir les traces de sélection qu'il y a eu, s'il y a des sweeps également au niveau entre CAM et CAP. Et bien sûr, puisqu'on a un génome annoté, on pourra ensuite aller voir directement sur le Genome Browser les gènes qui sont directement impactés par la domestication. Donc là, ce sont des analyses qui sont en cours, donc c'est dans le cadre du doctorat de Marie de Gracia. Alors, je passe maintenant à la seconde partie de cet exposé, où effectivement, je vous disais tout à l'heure que les généticiens utilisent des gènes de résistance, et ces gènes de résistance, d'où viennent-ils? En fait, ils viennent de l'espace sauvage. Je prendrai comme exemple la résistance de la tavelure qui est due au gène de résistance VF. On en parlait tout à l'heure. VF provient de Malus floribunda. C'est un pommier ornemental qui a des tout petits fruits. Et en fait, ce Malus floribunda est lui-même un hybride interspécifique entre Malus baccata, qui a une répartition en Sibérie, et Malus thuringo, qui lui vient du Japon. Donc deux espèces ornementales qui ont été croisées on n'en sait rien, et on ne sait pas il y a combien de temps, et en fait, c'est l'hypothèse la plus probable. Bon, elle est étayée sur des données phénotypiques. Il y a évidemment des données, maintenant qu'on a les génomes de Malus domestica et qu'on séquence de plus en plus de génomes de pommiers, c'est une question auquel on pourra s'intéresser. En tous les cas, donc, ce gène de résistance a été introgressé dans les variétés de pommiers pour, à l'arrivée, donc, produire des pommes à bonne qualité gustative. Ici, j'ai mis en exemple la variété Ariane, que vous connaissez peut-être, qui a été commercialisée il y a quelques années et qui est toujours produite, qui a environ 700 hectares en France qui sont produites. C'est une variété INRA. Et cette variété, donc, elle était considérée comme résistante, due à la présence de ce gène de résistance majeur qui s'appelle VF. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les conséquences de la sélection contemporaine d'un gène de résistance sur la dynamique adaptative des pathogènes? Je parle de dynamique adaptative parce qu'effectivement, il s'avère que, j'ai envie de dire, quels que soient les pathosystèmes, les champignons, enfin, les pathogènes en général, ont la fâcheuse tendance à très vite s'adapter aux gènes de résistance. Alors, on a essayé de retracer l'historique du contournement du gène VF en Europe, parce qu'effectivement, d'une situation de résistance, on est passé à une situation de sensibilité. Le gène était toujours présent, donc ce n'est pas le gène qui est modifié, mais c'est bien le locus du gène d'avirulence correspondant qui est muté ou délété, qui fait qu'il perd sa fonctionnalité, et du coup, on assiste à ce qu'on appelle un contournement de résistance ou une faillite des résistances. Et donc à l'échelle européenne, au bout de quelques années, on avait la virulence présente un peu partout en Europe. Donc on s'est posé la question, effectivement, d'où venait cette virulence, donc d'où émergeait-elle? Alors le scénario qui est le plus classique vous expliquait qu'effectivement, il est très classique de voir des contournements de résistance. Et le scénario qui est le plus classiquement décrit pour expliquer l'origine de ces virulences, c'est le suivant, c'est qu'on a une adaptation par mutation au sein des populations pathogènes existantes sur les variétés sensibles. Je m'explique. Vous avez ici un verger avec une variété sensible et une variété résistante.
au sein de la variété sensible, par définition, on pouvait avoir une présence du pathogène en quantité plus importante. Donc on n'est pas à l'abri de mutations. Les mutations se faisant au hasard, elles peuvent se faire dans le locus de la virulence dont je parlais tout à l'heure. Et donc on a un néovirulent qui peut apparaître au sein de cette population haute sensible. Et s'il migre dans le compartiment voisin sur la variété résistante, il aura un avantage énorme, la niche sera vide, et donc il va pouvoir s'installer et sporuler, et donc ainsi on va assister à un contournement de la résistance au champ. Alors, dans le cas des populations virulentes vis-à-vis de VF, on s'est donc posé la question de savoir comment ça s'était passé. Et donc, comme tout à l'heure, on a échantillonné à l'échelle européenne des populations virulentes et avirulentes. Donc nous avons échantillonné plusieurs pays. À chaque fois, on avait plusieurs centaines de souches qui provenaient de vergers et de Malus floribunda à l'échelle européenne. Donc on a fait des analyses de microsatellites. Donc je ne reviendrai pas sur l'analyse, sur la figure de structure que Amandine vous a expliqué tout à l'heure. Ce qu'on peut voir en clair, c'est que on a deux clusters qui ressortent, quelle que soit l'origine géographique des souches. Vous avez un cluster ici qui rassemble toutes les populations avirulentes VF, et un cluster en rouge qui regroupe les populations virulentes VF, quel que soit le pays. Et au milieu, vous avez Malus floribunda qui vient se regrouper. Donc ce sont des souches qui sont isolées à partir de Malus floribunda, ce qui veut dire que Malus floribunda, dans la nature, il est contourné, déjà. Et les populations présentes sur Malus floribunda sont les mêmes que celles qui sont présentes en verger, où il y a la résistance VF. Donc à l'échelle européenne, on a conclu que les populations virulentes et avirulentes étaient génétiquement différentes. Et donc on a fait des scénarios ABC, comme expliquait tout à l'heure Amandine. Et le scénario le plus probable, c'est le suivant. À savoir, on a eu une divergence entre les populations avirulentes en verger présentes sur les autres classiques comme Gala, Golden, etc. Une divergence il y a plus de 10 000 ans par rapport aux populations virulentes vis-à-vis de Malus floribunda. Okay, et donc c'est que très récemment que cette virulence qui était présente dans l'espace sauvage a été introduite dans les vergers parce qu'on y a introduit des variétés résistantes VF. En fait, le gène de résistance VF a permis l'invasion des vergers par cette population. Et donc on a conclu qu'effectivement on a une origine commune à l'échelle européenne et que cette origine est hors agrosystème. Et donc, par rapport au scénario que je vous proposais tout à l'heure, on propose donc un second scénario, qui est le suivant. C'est qu'on a toujours ici donc nos deux variétés, sensibles et résistants. Et là, on introduit un troisième compartiment, ce compartiment sauvage, enfin hors agrosystème, où là on a un autre alternatif qui, lui, serait la source de la virulence. Et cette source, donc, elle est introduite dans les vergers. Donc, un petit clin d'œil, c'est qu'on peut dire qu'en fait, les ressources génétiques sauvages peuvent apporter bien sûr la résistance, mais parfois également la maladie. Bien sûr, on a des analyses qui sont en cours sur le devenir de cette virulence. On se pose la question de savoir effectivement comment évaluer. Est-ce que c'est une population invasive et qui est généraliste? Elle peut attaquer à la fois les hôtes résistants et les hôtes sensibles. Donc on fait des études expérimentales de génétique et également de modélisation en laboratoire pour voir comment elle va évoluer cette population. Est-ce qu'elle va gagner en agressivité? Est-ce qu'elle va envahir le verger ou pas? Pour finir, donc, ce que je vous ai mis en dernière diapositive, c'est ce qu'on retient de ces travaux et ce qu'on poursuit. Donc je voudrais revenir sur le fait qu'on a eu des approches multiples. On a fait pour réussir ce type de travaux, il faut faire beaucoup d'échantillonnage. C'est très important, donc il faut avoir des bonnes collaborations, et ça c'est primordial, sans échantillon on ne fait rien. On a combiné des approches de génomique des populations, de phénotypage, et maintenant on développe de la génomique fonctionnelle pour effectivement voir les gènes qui sont directement impliqués. En faisant entre autres des KO, on peut faire des KO sur tel ou tel gène pour voir leur impact sur le phénotype. Si je reviens par rapport aux résultats qu'on a obtenus, donc on a vu qu'on a des modifications de traits d'histoire de vie en lien avec la domestication.
On a beaucoup d'analyses qui sont encore en cours pour valider ces modifications de prédicteurs de vie. On est notamment retourné l'année dernière au Kazakhstan et on a prélevé sur un transect CAMCAP pour voir effectivement les flux de gènes qu'il y a entre les deux populations CAMCAP et voir quels sont les gènes qui sont poreux, je dirais, à l'échange génétique. Le deuxième point, c'est qu'on va rechercher les gènes qui sont impliqués dans ces différenciations CAMCAP pour effectivement voir comment ils peuvent expliquer le maintien de cette structure différenciée entre ces deux populations. Ça peut être des gènes impliqués dans le corps pathogène, ça peut être des gènes qui sont liés à l'environnement, à d'autres facteurs que la plante. Et puis pour finir, par rapport à la deuxième question qu'on se posait, on montre quand même que le compartiment sauvage peut être une menace pour l'espace cultivé, évidemment, et donc ils peuvent servir de réservoir de virulence. Et donc il faut bien sûr prendre en compte ce fait dans l'orientation des stratégies de sélection et de gestion durable des résistances de la tavelure et des maladies en général. Je voudrais juste terminer en vous remerciant et en remerciant l'ensemble des personnes qui ont travaillé. Donc d'abord tous les gens de mon équipe. Il y a eu plusieurs doctorats qui ont travaillé sur ce projet. Il y a encore une doctorante qui est en cours. Il y a des masters qui sont en cours. Je remercierai les collaborations donc, à l'étranger, essentielles pour ce type d'études, donc en Chine, au Kazakhstan et en Europe. Des collègues de Paris Sud, de l'URGI et de l'IIPM, ce sont des bioinformaticiens, sachant qu'on a des très grands jeux de données à traiter, puisqu'on a beaucoup de séquences. Et puis d'autres collègues de Charles-Éric, par exemple, Durel, de l'IRHS, d'une autre équipe. Et puis je remercie également beaucoup les personnes qui nous ont ramené des échantillons au Kazakhstan et qui ont permis de mettre en place ces échantillonnages qui étaient assez pittoresques au Kazakhstan. Je vous remercie. Oui, je ne connais pas beaucoup ces champignons, mais par les schémas que j'ai vus, c'est une sorte d'aréomycète. C'est un ascomycète, un dotier. Non, un ascomycète, j'ai compris, mais est-ce que c'est une sorte d'aréomycète ou un deutéomycète? Dotiléomycète. Bon, en principe, vous pourrez faire soit de la génétique classique. Est-ce que oui, on en fait, oui. vous les faites? Et est-ce que vous pouvez les transformer? Bien sûr. Ça veut dire, ça m'intéresse un peu la méthodologie. Hein. Pour répondre à la question, effectivement, c'est un champignon qui est sexué, comme on vous a montré sur le graphique. Mais on maîtrise également la recombinaison sexuée au laboratoire, donc on peut croiser deux souches. Et on peut également, et l'autre question c'était, est-ce qu'on peut transformer le champignon? Oui, on peut effectivement le transformer, c'est-à-dire qu'on peut identifier un gène et faire un KO, faire un mutant spécifiquement à ce gène et l'éteindre, et voir l'impact qu'a ce gène sur son phénotype. Merci. Vous avez fait des échantillonnages arbre par arbre au Kazakhstan, là, sur les Siversi, pour voir oui. si... Ouais. Et tu as de la variation? Bien sûr. Sur le champignon, je veux dire. Oui, je dirais même que sur une seule feuille, si tu prends 3 taches sur une seule feuille, les 3 individus responsables de ces taches sont différents. Il y a une très grande diversité génétique, avec des microsatellites. Il suffit de prendre 4 microsatellites et tu vois des souches différentes. D'accord. Et les reséquençages que vous avez faits, c'est sur des souches qui venaient de ces arbres-là ou c'est sur d'autres souches? Non, de ces arbres-là. 40 reséquençages. Ouais. Ouais. Non, vu le coût du reséquençage, on a effectivement, on s'est assuré que ces souches-là étaient bien caractérisées. Donc c'est des souches qu'on a déjà travaillées au préalable, avec des données microsatellites. On avait beaucoup plus de souches que ça, mais il a fallu faire un choix, on a pris 40 parmi celles qu'on a déjà caractérisées, ça, bien sûr. Pour te demander, c'est la variété naturelle de Siversi entraînait pas des traits... Oui. La variété naturelle de Siversi dans les montagnes du Kazakhstan entraînait pas des biais de sélection, si tu veux, sur ton champignon. Donc, est-ce que, si tu veux, la domestication par rapport à la diversité naturelle de Siversi, est-ce qu'elle a une réalité? La question est juste, c'est une question qu'on se pose, effectivement, parce qu'il y a une très grande diversité chez
chez la plante. Un des moyens peut-être d'y répondre, ça va être d'analyser côté plante, la diversité qu'on a côté plante. Effectivement, et on est en collaboration avec l'équipe d'Orsay, avec Tatiana Giraud, où travaillait Amandine. Tous les échantillons qu'on a de Kazakhstan et de Chine, sur lesquels on a échantillonné nos populations pathogènes, Tatiana Giraud à Orsay a récupéré l'ensemble de ces feuilles, et c'est une partie du travail d'ailleurs que Amandine a présenté, mais ce n'est pas encore complet, on a encore d'autres souches, et on va pouvoir ensuite essayer de faire une étude comparative pour voir effectivement si tu as un lien entre la diversité champignons et diversité plantes. Si tu regardes ce que fait Sophie Nadeau, d'ailleurs, même en environnement qu'Amandine et Tatiana, elle a fait ça entre fleurs et pollinisateurs et ça donne vraiment des résultats assez extraordinaires en adaptation. Ok. Oui. Donc en fait ici c'était à peu près la même question, sauf que je voulais savoir quand même quand vous faites les tests de résistance sur des cultivars. Oui. Est-ce que vous avez testé également donc vous avez testé des cultivars assez récents, et est-ce que vous avez pris des variétés anciennes pour voir si c'était sensible ou si c'était résistant, ou alors est-ce que c'est simplement en fait un effet du manque de variabilité génétique des nouveaux cultivars? Je comprends bien la question, oui. Effectivement, dans le cadre des travaux présentés là, les populations CAM, donc non anthropisées, elles ont été testées dans le cadre d'une thèse, et on avait travaillé sur 2 variétés, effectivement. Parce que c'est très lourd, c'est très très lourd à mener, et puis évidemment, comme ce sont des souches exotiques, il faut les traiter comme des organismes de quarantaine, ce qui fait que c'était très coûteux, très lourd, et donc j'ai envie de dire, on a quand même travaillé sur 2 variétés, et pas sur une seule. Je verrais plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Votre question est juste. Le modèle expérimental que vous avez utilisé pour établir vos souches sensibles aux résistances, est-ce qu'il inclut le cycle complet du champignon pour induire la sensibilité ou la résistance? Ce champignon, en fait, c'est un champignon qui a 2 phases, une phase diploïde et haploïde, et c'est essentiellement la phase diploïde est très très courte, d'accord. Ça a lieu l'hiver sur les feuilles mortes au sol, et en fait très rapidement au printemps, les ascospores les spores qui sont éjectés à partir des asques, elles sont haploïdes, et tout au cours de la saison, c'est la phase haploïde, et donc nous on a essayé de se placer les mêmes conditions qu'au champ, donc on prend cette phase. On a accès qu'à cette phase-là, la phase haploïde. C'est la seule phase auquel on a accès. Et donc, pour répondre à votre question, c'est effectivement, on est dans les mêmes conditions que ce qui se passe au champ. Ouais, Mais parce que par exemple, il ne peut pas y avoir d'autres intermédiaires, à la limite, qui pourraient transférer. Ah, des autres intermédiaires. Ah bah ça, on n'est pas à l'abri d'autres intermédiaires, ça effectivement. Mais s'il s'agit de faire des études de tests en poires pathogènes, on se met dans les mêmes conditions, à savoir, on isole les souches sur les arbres, dans la campagne, dans les vergers ou ailleurs. On cultive cette souche et qu'on réinocule. Donc on a vraiment une traçabilité, on sait d'où vient cette souche. Ceci dit, après, là vous avez présenté des travaux qu'on a sur Venturina equalis sur le pommier, mais on mène d'autres travaux, pour répondre à votre question, et on sait que ce champignon est capable d'attaquer d'autres hôtes, comme le néphili du Japon, le sorbus, le pyracantha, etc., etc. Donc il y a d'autres hôtes alternatifs possibles. Et ça, c'est les hôtes qu'on a identifiés. Mais Oui, donc votre modèle expérimental n'est pas nécessairement le modèle naturel. Enfin, il le reprend en partie, il le reprend en très grande partie. Mais j'ai envie. Bon, puisqu'on parle de ce qui se passe sur les hôtes alternatifs, on est capable, avec nos outils de microsat, de les différencier. C'est-à-dire que ce qui attaque le néphili du Japon est différent génétiquement, avec des marqueurs microsatellites, est différent de ce qui attaque le pommier. D'accord ? Le néphili du Japon peut être attaqué par des souches qui viennent du pommier,
Mais si on regarde dans la nature, on s'aperçoit que les souches sont différentes. Donc nous, ici, on a quand même dans des conditions où les populations qu'on teste sur pommiers, c'est les populations qu'on a au champ, qu'on a en Asie. Les populations qu'on trouve sur Pyracantha, Sorbus et autres néfliers, autres alternatifs, sont différentes, au moins sur le plan génétique. Phénotypiquement, ce sont les mêmes, visuellement, mais sur le plan génétique, avec des microsates, on les différencie. Donc on n'a pas trop de soucis par rapport à ça, non. Oui, s'il vous plaît, j'aurais 2 questions. Alors la première, c'est bon, parce qu'effectivement les interventions, je pense que je ne suis pas la seule à le penser, sont très rapides. Et en ce qui me concerne, là, je n'ai pas saisi pourquoi le gène VF a permis la propagation de la virulence. Et la deuxième question, ce serait concernant les moyens de lutte. Donc je ne les ai pas tous notés. Mais par exemple, quant à l'utilisation des fongiques, est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que ça n'induit pas des mutations ou autres transformations au niveau de ce champignon? Alors, première question par rapport à la... bien exprimé, merci. Par rapport à la virulence, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette résistance VF, elle est présente à l'état naturel sur des autres types Malus floribunda. Et c'est à partir de ce Malus floribunda que les généticiens ont fait des croisements. Ils ont fait X croisements, une quantité. Donc les travaux ont démarré en 1940. Donc les premières variétés sont sorties en 60, 70. Et la variété Ariane, qui a bien marché commercialement, elle est sortie il y a une dizaine d'années à peine. Et ce que je veux dire, c'est que ce gène de résistance, il est contourné dans la nature, déjà. D'accord ? Et donc il y a une virulence, une population virulente qui est présente sur cette hôte. Et ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où on plante Ariane dans un verger, Ariane a ce gène de résistance, et donc les populations locales ne peuvent pas attaquer cette plante puisqu'elles sont avirulentes vis-à-vis de Ariane. Mais en revanche, il y a des autres alternatives, on en parlait tout à l'heure, et Malus floribunda, c'est un autre alternatif. Il a pu, comme il héberge une population virulente, cette population virulente a pu entrer dans les vergers et donc contaminer Ariane. Est-ce plus clair? Merci. Le contournement s'explique comment alors Alors c'est ce que je vous expliquais. Oui. C'est qu'il y a une mutation dans un gène, une mutation naturelle, spontanée. Il faut savoir que les champignons ont des très très grandes tailles. Ça se porule énormément. Donc par mutation aléatoire, où il y a une chance ou une malchance sur X, qu'il y ait mutation dans ce gène d'avirulence, il perd sa fonctionnalité. Du coup, il switch d'une situation avirulente, il switch à une situation virulente. Et donc là, il peut infecter. Mais ça, alors, ça m'amène à répondre à votre seconde question. C'est en aucun cas les fongicides ou choses comme ça qui vont entraîner des mutations dans ces gènes d'avirulence. Les problèmes qu'il peut y avoir avec les fongicides... de résistance, non? C'est le problème de résistance. C'est les résistants. Mais on n'est pas dans les mêmes gènes. Ce n'est pas les mêmes gènes du tout. Tout à l'heure, je vous parlais des gènes d'avirulence par rapport à un gène de résistance. Si vous parlez de fongicides, là, ce sont les cibles des fongicides qui peuvent muter sous pression de sélection, parce qu'il y a beaucoup de mutations dans le génome. Et si vous avez une mutation qui procure un avantage sélectif à la souche vis-à-vis d'un fongicide, eh ben cette souche, elle va émerger, elle va envahir. C'est deux choses différentes. Hein. Merci. Et quels sont les autres moyens de lutte? Vous avez cité donc génétique, fongique et alors, les méthodes de lutte, il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas le tout génétique ou le tout chimique qui va régler le problème. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était le tout chimique. Depuis, on est bien revenu, parce qu'il y a des problèmes de résistance et de santé, etc. Donc, en fait, il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut combiner l'ensemble des méthodes de lutte. Donc, je l'ai cité. Donc, c'est évidemment le génétique, avec des gènes de résistance majeurs, comme je vous ai présenté, mais également des gènes de résistance qui sont à résistance partielle, qui sont plus difficilement contournables par le champignon, parce que là, pour le coup, on n'a pas qu'un seul gène d'avirulence à muter, donc c'est plus durable. Il y a également des méthodes prophylactiques. Vous avez montré sur ce schéma le champignon, il se conserve dans le sol, enfin, au niveau des feuilles, au sol. Et il y a un procédé qui est assez simple, qui se faisait autrefois, c'est de broyer ou ramasser les feuilles. D'accord ? Donc ça, c'est un procédé qui intervient, qui est de plus en plus développé, adopté par les arboriculteurs. Une question de bon sens, mais c'était peu adopté parce qu'il y avait des fongicides à l'époque.
Et puis, il y a différents processus également. On travaille également sur la manière de combiner les différentes sources de résistance dans un génotype. Comment on crée une variété, en fait? C'est des travaux qui sont menés dans l'équipe, on a des modélisateurs dans l'équipe qui regardent en fonction de ce qu'on va cumuler dans un génotype et la manière dont on va le déployer dans la parcelle ou dans le bassin de production, comment les populations pathogènes vont s'adapter à ces gènes de résistance. À nouveau, il faut bien retenir que c'est vraiment la combinaison des différentes méthodes de lutte qui vont permettre de limiter le développement des maladies, sachant qu'à l'arrivée, c'est quand même le champignon qui gagne. Oui, si je peux me permettre de redire la même chose, mais d'une autre façon, en fait, il faut gérer ces problèmes donc, de pathogènes comme on gère des potentiels évolutifs. L'échec là, de cette stratégie de lutte, c'était de voir quelque chose, de lutter contre un pathogène tel qu'il était à un moment donné. Et on est court-circuité rapidement par son potentiel évolutif. Je pense que la véritable nouveauté, elle viendra vraiment d'une prise en compte des phénomènes évolutifs et des potentialités évolutives dans ces stratégies, avec tous les outils que tu décrivais. Mais il faut cesser d'avoir une approche trop fixiste finalement des systèmes biologiques, parce que finalement on se casse le nez là-dessus quand on essaie de les manipuler ensuite. C'est vraiment une vision évolutive qu'il faut intégrer. Je ne sais pas si bien compris, vous avez soit des ascospores, soit des conidiospores, et tous les deux sont effectifs. Est-ce que c'est les mêmes processus du point de vue morphologique? Ils sont le même type d'apressarium ou, C'est une question qui m'intéresse. Non, c'est une question qui me fascine, moi. Ouais, qui m'intéresse. La seule limite que je vois pour la traiter, c'est d'avoir l'accessibilité les conidis, c'est très facile d'avoir accès. C'est ce qu'on travaille essentiellement sur les conidis. Et sur les conidis, on travaille asexués. Sont polynucléés ou uninucléés? Mono. Mononucléés, c'est qui rend les choses beaucoup mieux, ouais. plus faciles. Mais c'est une question qui m'intéresse, en fait, savoir effectivement en termes de processus infectieux. Et là, on va très certainement lancer des études de transcriptomique. Parce que je suis persuadé que ce n'est pas les mêmes gènes qui s'expriment sur un ascospore et sur une spore, sur une conidiospore. Bon, mais si j'ai bien compris, un des souches plus virulentes, vous avez dit qu'il conidie beaucoup plus? Ouais. Bon, peut-être on va parler de ça. C'est pas en relation, enfin, c'est en relation avec les origines CAM-CAP. Vous voyez, je ne mettrai pas de lien avec la virulence derrière. Elles ont tellement d'histoires, c'est des populations qui sont tellement différentes qu'on ne peut pas le raccrocher ça à un seul critère. La virulence, par exemple. Non, c'est des populations CAM-CAP qui sont très différentes, différenciées depuis de milliers d'années, elles ont divergé. Mais effectivement, il y en a une qui investit plus dans la sporulation que l'autre. Et est-ce que la sporulation, vous savez si la conidiation est inductible par quelques signaux extérieurs? Conidiation, ouais. Est-ce qu'elle est inductible par un signal environnemental? Non, par exemple, un trichoderme inductible par la lumière. Bon. On sait que la lumière favorise la production de spores chez Monturia. Bon. Peut-être je peux vous suggérer après un gène qui vaudrait la peine regarder. Velvet, vous connaissez Velvet? Aspergillus nidolensis? Oui. Bon, Velvet, quand on fait une mutation Velvet, on conidie beaucoup plus. Pas quand on délète les gènes, mais il y a une mutation ponctuelle spécifique qui fait que ça conidie énormément plus. Donc ça peut être un petit tuyau. Est-ce qu'on peut dire que plus de conidiation, ça va bien avec la structure des populations d'hôtes, justement, où la multiplication végétative sera plus valorisée? Oui, c'est un peu l'hypothèse qu'on fait, effectivement. C'est l'hypothèse qu'on fait actuellement. Mais à nouveau, il nous faut d'autres données sur d'autres traits d'histoire de vie, type croissance mycélienne, croissance sur la plante, pour voir effectivement si le champignon, en fonction de son environnement, s'il est en agrosystème où c'est très dense et homogène, ou alors s'il est dans des situations comme le sylvestris, par exemple. Le sylvestris, on ne l'a pas testé pour ça. Enfin, les populations issues de sylvestris, elles sont vraiment isolées géographiquement dans les forêts. Et là, c'est quelque chose qu'on doit faire pour vraiment avoir une situation très différente, très contrastée entre ce qu'on a en verger, ce qu'on a sur Sivercy, où c'est comme des forêts, denses mais non homogènes, et Sylvestris, où là, ce sont des arbres qui sont vraiment isolés dans la forêt.